patient parfum d'homme. Est-ce pour cela que Mohamed Bazoum est allé justement être adoubé du côté de Paris pour venir gagner cette élection du côté du Niger, le 21 février prochain? C'est quelque chose qui rentre dans le cadre, n'est-ce pas, de la manière dont la France a l'habitude de gérer ses anciennes colonies. Vous savez que la France ne peut pas se permettre d'avoir la tête du Niger, un chef d'État qui n'est pas un francophone avéré. Qui n'est pas contrôlable, disons-le comme ça. C'est impossible. Parce que si vous avez la tête du Niger, oui, un chef d'État qui ne répond pas au doigt et à l'œil aux injonctions de Paris, vous mettez Paris dans une situation extrêmement difficile. N'oubliez pas que l'essentiel de l'uranium dont se vante la France, de pouvoir livrer au même moment que ces nouvelles centrales nucléaires, les EPR, il propose 10 ans de fourniture en uranium à chaque pays qui signera un contrat avec lui pour la construction d'un EPR. Il va prendre cet uranium. Donc il est obligé d'assurer ses arrières. Et pour assurer ses arrières, il faut qu'elle soit sûre qu'elle aura la tête d'un État aussi clé comme le Niger, un chef d'État docile, un chef d'État qui répondra, n'est-ce pas, aux critères choisis par Paris, donc un chef d'État qui ne sera rien d'autre qu'un homme lige de la France qui va protéger les intérêts de Paris au niveau du Niger et même la sous-région. Alors, il y a quand même un paradoxe quand on regarde cette élection nigérienne. Premièrement, ce qu'il faut d'abord constater, c'est que pour une première fois, on voit un chef d'État dans ce pays qui a fait 2 mandats et qui dit « je ne remplis pas ». Le président Issoufou aurait pu bien remplir, mais il a refusé. Il a dit après 2 mandats, je me suis essoré, j'ai donné tout ce que j'ai pu donner. Maintenant, je laisse libre cours à la compétition de manière, j'allais dire, libre et démocratique. Malheureusement, le candidat Bazoum pose beaucoup de problèmes. Le premier problème qu'il pose, qui n'a pas été évoqué dans ton introduction, c'est que pour beaucoup de Nigériens, ce n'est pas un Nigérien. Oui. On dit de lui qu'il est étranger et qu'il a été imposé, n'est-ce pas, aux côtés de M. Issoufou, justement parce qu'il y a un certain nombre d'arrangements qui auraient été faits dans le noir entre lui et la France. Maintenant, l'attitude, et n'oubliez pas que dans la même, M. Le Drian, qui félicite le Niger, qui prétend que c'est une élection propre qui va se passer au Niger, c'est ce même Le Drian qui a félicité M. Ouattara, qui a cassé tout le code de la morale, de la démocratie, qui a piétiné la loi, qui a même été incapable de respecter la parole donnée, sa propre parole donnée. Mais c'est M. Ouattara que M. Le Drian aussi porte au pinacle en estimant que c'est un exemple de la démocratie. Donc vous voyez les contradictions dans lesquelles la France s'entremêle, au point où on ne sait pas ce qui se passe. Donc je pense que la visite de M. Bazoum et de M. Issoufou au niveau de Paris a été bien organisée par non seulement l'établissement politique français, mais aussi par ceux qui sont dans les affaires. Arriva, vous voyez bien, vous suivez bien mon regard, oui, pour essayer d'expliquer à Bazoum, dont forcément ils estiment qu'il va être le prochain chef d'État, bien ils travaillent pour que ce soit comme ça, les contraintes et surtout les accords qu'il doit signer avant sa prise de fonction. Si M. Bazoum se trouve un peu réticent par rapport à ce deal qui va lui être proposé, pour être sûr qu'au Niger, il y a quelque chose qui peut se passer et qui ne permettent pas à Bazoum d'occuper ce siège qui convoite tant. Malheureusement, en Afrique, les Africains, pour la plupart, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'ont pas assez de disponibilité à dire non, à refuser ce type d'arrangement. Vous ne verrez jamais, alors là, à grand jamais, dans notre planète, d'autres pays qui avaient été colonisés, je ne sais pas, par l'Angleterre, où nous avons des élections, et vous voyez quelqu'un qui n'aimait pas encore chez l'État, tout simplement parce qu'il est arrivé premier au premier tour, se déplacer pour aller au niveau de Paris pour recevoir des ordres, pour signer des accords dans le noir, parce que c'est ça qu'il s'agit, mais surtout pour accepter de répondre au doigt et à l'œil aux injonctions de Paris. Donc nous sommes encore face à une espèce de mise en chantier de la culture de la France-Afrique qui règne un peu partout dans notre espace politique. Et ça, c'est à dénoncer. M. Bazoum n'avait rien à faire en France actuellement, d'autant plus qu'il y a un second tour qui aura le jeu, comme l'avait dit, février dans 4 ans. Au contraire, il devait être
actuellement sur le terrain, en train de travailler, n'est-ce pas, son électorat, en train de travailler les indécis, en train de travailler même ceux qui ont été contre lui au premier tour, pour pouvoir, comment dire ça, se prémunir, n'est-ce pas, des surprises désagréables. Mais non, parce qu'il sait pertinemment que ce n'est pas le vote du peuple nigérien qui, en dernier ressort, va compter sur la balance. C'est Paris qui va justement adouber le prochain chef d'État nigérien. Donc je suis à peu près content qu'il y ait cette réaction, n'est-ce pas, de la société civile, de la population, du peuple nigérien, qui, en fait, par ces déclarations, conteste le fait que Paris puisse aujourd'hui continuer d'être ce faiseur de roi au niveau de leur pays. C'est ce que j'appelle cette prise de conscience africaine que nous ne voyons pas beaucoup, pour bien que les gens ne voient pas beaucoup, mais qu'à travers vos différentes émissions, à travers vos différentes conscientisations de nos populations, sont en train de produire les effets. Et ces effets-là sont visibles. Le peuple ne accepte plus de se laisser marcher sur les pieds aujourd'hui. Ils sont à la conquête, ils sont dans cette grande bagarre pour vraiment conquérir leur souveraineté. Malheureusement, je me le dire, il y a encore beaucoup de nègres de maison et comme je l'avais dit la fois dernière, et je le répète de plus en plus, nous ne voulons plus être ni nègres de champ, ni nègres de maison, nous voulons être des hommes libres, totalement libres, tout court. C'est pour cela que c'est incongru. C'est quelque chose d'inacceptable aujourd'hui qu'un candidat qui n'est pas encore chef d'État se déplace pour aller recevoir des ordres de Paris, aller signer des accords dans le noir avec les officines parisiennes, mais surtout, en réalité, c'est in fine, à la fin, c'est de ça qu'il s'agit, livrer son pays à la prédation internationale. C'est ça le problème de fond. Donc, jusqu'à quand les Africains vont-ils comprendre qu'ils ont l'impérieuse nécessité de reprendre aux aspirations de leur peuple, un peuple qui, plus que jamais, est à la quête et à la conquête de sa liberté et de sa souveraineté. Une fois de plus, malheureusement, nous sommes là face à des errements des hommes politiques, des élites africaines qui estiment et qui ont même intégré, j'allais dire, ils ont été formatés dans le fait que tant que Paris n'a pas donné son OK, rien en Afrique n'est possible. Alors, Bazoum, pour moi, dès aujourd'hui, est quelqu'un qu'il faut combattre. Il faut le combattre parce que l'acte qu'il pose sur le plan moral, sur le plan de la symbolique, est réducteur par rapport à la volonté des Africains de s'affranchir de la tutelle française. Donc vous posez justement cette question. Finalement, sur le continent africain, nous sommes entourés de francophiles qui travaillent pour le compte de leur maître, qui est la France. Finalement, est-ce qu'avec cela, l'Afrique pourra s'en sortir un matin? Parce qu'on a l'impression que nous sommes en pleine bataille contre nous-mêmes. Mais bien sûr que l'Afrique va s'en sortir. Tous les jours, surtout dans tous les pays du continent africain, c'est carrément la France. Hein. Oui, mais nous partons d'une réalité pour une autre que nous voulons construire. Alors, pour passer de cette réalité à une autre que nous voulons construire, il faut justement qu'il y ait une période de latence. Et au cours de cette période de latence, on va continuer à vivre des scènes et des situations vraiment abjectes comme ce que nous voyons. Donc c'est tout à fait normal. Ce sont les derniers soubresauts de la phalène. Mais la phalène n'est pas encore morte, mais elle continue encore de s'agiter. N'est-ce pas, le temps pour elle que dans bientôt il fera jour. Et quand il fera jour, vous pouvez convenir avec moi que la phalène sera morte. Donc nous sommes dans cette phase-là. C'est une construction. Et dans cette phase de cette construction-là, il faut qu'on redouble d'ardeur dans le travail, dans la détermination. J'avais parlé aussi d'une question d'organisation. Il faut que les jeunes Africains, c'est surtout eux, c'est le combat que nous déclinons sur ce plateau, c'est à cette jeunesse-là de s'armer suffisamment pour pouvoir donner corps à un nouveau jour en Afrique. Mais pour l'instant, nous faisons là, avec ce que vous voyez, ce que j'appelle les derniers soubresauts de la phalène, une élite qui a été formatée, qui a été complètement structurée mentalement, psychologiquement, culturellement par Paris, par ces officines internationales, par ce monde de la finance internationale, qui ne voit en dehors, il n'y a pas d'autre résolution possible pour lui que d'être des chiens couchants de l'impérialisme mondial. C'est ça qu'il faut bannir. Et ça, c'est un travail de longue haleine qu'il faudra mener. Je rejoins Anto tout à l'heure. Moi, je regarde les images du Niger. L'essentiel de l'uranium français, dont se vante à travers le monde, il est plus au Niger. Regardez la misère qu'il y a au Niger. Regardez la misère.
J'ai vu une image là tout à l'heure, des gens qui sont sur devant... l'indice de développement humain, actuellement, le Niger est peut-être 178e pays dans le monde. Hein. Sur combien? Sur 200, donc vous allez vous retrouver que le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde. Oui. J'ai vu les gens qui étaient devant un bureau de vote. Regardez ces gens-là. Alors qu'au même moment, ils ont sous leur sol et leur sous-sol un produit qui est recherché dans partout dans le monde. Mais, hélas, les élites corrompues, qu'est-ce qu'ils ont trouvé bon de faire? C'est de se coucher parce que Paris donne des injonctions. Si le Niger avait la possibilité de payer, de vendre, autant pour moi, son uranium au prix, qui est le vrai prix sur le marché international, je peux vous dire qu'on ne parlerait plus de la misère au Niger. Mais pour contraindre le Niger, surtout maintenir le statu quo, on a vu M. Macron, avant lui, je crois, un de ses prédécesseurs dit que non, il y a un problème au Niger. Les femmes du Niger font trop d'enfants. Il faut arrêter ça. Il faut adopter un planning familial pour limiter les naissances au Niger. Pourquoi on le dit? On le dit parce qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de têtes ni de mains pour revendiquer l'autonomie et la souveraineté du Niger le moment venu. C'est ça leur problème. Parce qu'ils voient cette population qui monte, qui monte, qui monte. Et ils se disent, il va arriver un moment où le point critique sera franchi et nous allons basculer vers une autre réalité. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas. Et justement, en convoquant, parce que je suis convaincu que c'est Paris qui a convoqué M. Bazoum, il a dit, M. Youssoufou, amène-le nous ici, et qu'on le dise, comme Anatole disait tout à l'heure, ta feuille de route. On dit, monsieur, voici ta feuille de route, tu signes ou tu ne signes pas. L'uranium sera vendu à tel prix. Au même prix. Je vous rappelle qu'il y a un chef d'État au Niger, j'oublie le nom. Tanja. Mamadou Tanja, qui à un moment donné avait voulu revoir à la hausse le prix de cet uranium. Qu'est-ce qu'on a fait? Paris a tout fait de rappeler quelques officiers qui avaient fait leur formation à Saint-Cyr. Et là, ça repose la question de la formation de nos élites dans leurs instituts les plus huppés. Ils leur ont dit, dis donc, dégagez-nous ce gars rapidement de là. Et ce sont ces officiers formés à Saint-Cyr, nigériens, qui ont fait le coup d'état contre Tanja. C'est ça le problème. Alors qu'il était à la fin de son mandat. Voilà. Donc je dis qu'il faut qu'on fasse très attention. Pour le Niger, c'est quelque chose de très délicat. C'est-à-dire que la France joue avec son avenir. Elle ne peut donc pas accepter qu'au niveau, à la tête de l'État, qu'il y a quelqu'un qu'elle ne va pas contrôler, qu'elle ne peut pas maîtriser. Parce que donner cette possibilité au Niger, c'est chambouler complètement tout le programme de Paris par rapport à leurs ambitions. Parce que, comme vous le savez très bien, ils ne font pas les projets sur 2-3 ans. Ils ne gèrent pas, ils n'ont pas la gestion de la petite semaine. Ils ont des plans qui font sur 50-100 ans. Et ils se basent, je l'expliquais assez dernièrement, dans l'histoire de la COP 21, c'est dit qu'il faut, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Il faut qu'on fasse un basculement pour protéger la planète en sortant, n'est-ce pas, de l'industrialisation, ayant pour jus, donc pour principal carburant, les énergies fossiles. Si on sort dans des énergies fossiles, quelle est l'énergie par excellence que Paris va essayer de vendre et l'Occident va essayer de vendre dans le monde? Ça va être ce qu'ils appellent les énergies propres. Et parmi ces énergies propres, l'une des sources d'énergie, soi-disant propres, entre guillemets, mais avec des situations dangereuses. On l'a vu au Japon avec Fukushima. Oui. Ça va être des centrales nucléaires. Donc Paris se positionne pour dire que quand on va commencer à vous dire ne vendez plus votre bois, on ne veut plus de pétrole, on ne veut plus de cela, il va vous proposer les centrales nucléaires avec 10 ans, je vous dis 10 ans de fourniture de ces centrales nucléaires. Il va prendre l'uranium, il va le prendre au Niger. Et comme il rêve que Biden va revenir dans l'accord de Paris, et si Biden revient dans l'accord de Paris, ça va accélérer d'une certaine manière le processus, n'est-ce pas, de désengagement des industries occidentales par rapport à leur dépendance aux énergies fossiles. Donc, ils sont en train de bien préparer le coup pour qu'ils soient à l'abri de toute surprise de la part du Niger. Donc, voilà le problème de fond. Tout le reste, c'est du baratin. On va promettre à M. Bazoum, n'est-ce pas, quelques mallettes d'argent pour continuer sa campagne, pour corrompre ceux des opposants qui sont un peu rétifs à le suivre, etc., etc. Mais en fait, parce qu'on veut garder le pactole de l'uranium sous la main pour continuer le business. Et je vous dis, au-delà de l'élite française, comme Jean-Paul Bellet l'a bien dit, il y a aussi le monde de la finance, il y a aussi le monde des affaires. Donc Areva est partie prenante
puissamment dans ce qui va se passer au Niger dans quelques semaines. Parce que pour Areva, justement, il est hors de question que ça se passe autrement. Vous vous souvenez de cette responsable d'Areva? C'était une dame, Jean-Paul Bert, rappelez-moi le nom. Longeron, je pense. Madame, oui, elle avait un nom, Longeron. Non, c'est pas Longeron, mais un nom qui n'était pas loin de là. Vous savez pourquoi? L'Auvergeon. Voilà. Qui était arrivé au Niger et avait commencé quand même à dire, est-ce qu'on ne peut pas essayer de négocier autrement? Est-ce qu'on a collé des choses? Que, oh, Madame L'Auvergeon, là, une gestion management qui est bizarre, machin, on l'a écarté brutalement. Et non seulement l'écarté brutalement, on a même essayé de lui coller une affaire qui pouvait l'envoyer en prison. Vous voyez? Donc c'est ça qu'il s'agit. On ne choisit pas les gens au hasard, c'est ça la France-Afrique. Quand M. Omar Bongo gonflait là, en disant qu'il peut faire et défaire des ministres en France, parce qu'il savait très bien la contrepartie qui cédait, n'est-ce pas, au réseau centrafricain au niveau du Gabon. C'est comme ça que ça marche. Et je peux vous le dire, c'était hier, c'était la nuit de l'Afrique. Un nouveau jour se lève déjà au niveau de notre continent. Et ce jour-là va se lever avec la détermination, n'est-ce pas, des Africains, avec la détermination de sa jeunesse. Je demande dans la jeunesse africaine, créer des organisations, les organisations Cheikh Anta Diop, les organisations Samori, les organisations Patrice Lumumba, Oumiober, Ouandje, les organisations, oui, pour une Afrique propre. Vous êtes trop fertile en termes d'idées. Mais que toutes ces organisations-là participent